République des valeurs vous offre Prépa Bac 2020. Bonjour, chers apprenants. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous revenons pour nous entretenir avec vous sur les thèmes liés au programme de philosophie. Vous le savez sans doute, lors de notre dernier passage, nous avions eu à aborder avec vous le thème de l'État et du pouvoir politique. Nous avions en ce moment-là cherché à dérouler de façon large. Mais pour aujourd'hui, nous revenons sur le même thème, mais avec un objectif moins ambitieux, mais aussi important que la première fois, parce qu'il s'agira aujourd'hui de revenir sur deux sujets. Le premier est: l'État est-il un obstacle ou une condition de la liberté? Le deuxième sujet sera: la politique doit-elle exclure l'éthique? Nous allons essayer d'aborder la question, mais sous forme de dissertation. Revenons maintenant à notre premier sujet. L'État est-il obstacle aux conditions de la liberté? Ici, il s'agira de voir sous forme de problèmes, et je rappelle, un ensemble de problèmes feront une problématique. Est-ce que, véritablement, on peut concilier l'État et la liberté? Pourquoi poser cette question? Vous allez voir. Parce que lorsqu'on dit État, je ne reviendrai pas sur la définition, mais on pense à loi, on pense à contrainte, on pense à obligation. Lorsqu'on dit État, on pense à privation, on pense à obéissance. En effet, dans un État, il faut obéir aux règles, obéir aux lois. Dans tout État, il y a des contraintes qui sont imposées aux citoyens. Dans tout État, tout citoyen est obligé de s'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Par rapport à tout cela, peut-on véritablement parler de liberté dans le contexte de l'État? Ou, autre question, là où l'État n'existe pas, là où justement il n'y a pas de loi, pas de contrainte, pas d'obligation, là où chacun n'obéit qu'à lui-même, est-il réellement possible de parler de liberté? Cette liberté, envisagée comme absence de loi, cette liberté envisagée comme obéissance par rapport à soi, est-ce réellement une liberté? On peut poser la question autrement. En principe, l'État n'est-il pas condition de la liberté? Mais dans les faits, n'arrive-t-il pas parfois que l'État soit obstacle à la liberté? En réalité, en obéissant aux lois de l'État, sommes-nous libres? Est-ce que l'obéissance est compatible à la liberté? Peut-on dire que n'est libre que celui qui n'obéit à rien ni à personne? Voilà un certain nombre de questions que nous allons essayer d'éclairer avec vous en attendant vos questions et vos contributions, les contributions, les critiques des autres collègues qui auront à nous suivre. Et c'est ça le prétexte qui nous pousse à faire la leçon là. En réalité, lorsqu'on évoque l'État,
l'idée qui vient à l'esprit de l'homme ordinaire, du sens commun, c'est quoi? C'est que justement, l'État est quoi? Est un obstacle. On peut se rappeler de Engels. On peut se rappeler de Bakounine, qui diront quoi? En réalité, tant que l'État existe, jamais on ne pourra parler de liberté. Ils disent même que la véritable liberté commence là où s'arrête l'État. D'autres, Karl Marx, Nietzsche, l'ensemble des gens qu'on appelle les critiques de l'État ont tendance même à considérer que l'État est un obstacle à la liberté. C'est d'ailleurs cette idée de départ qui est à la base de leur conviction selon laquelle l'État doit disparaître. On parle même du dépérissement de l'État. Mais pourquoi penser que l'État est un obstacle à la liberté? Les éléments de réponse sont nombreuses. Prenons d'abord l'étymologie. L'étymologie du concept de liberté. On avait dit une fois que liberté vient du terme libère, mais libère signifie quoi? L'état d'un homme qui n'obéit à aucune contrainte. Qui n'obéit à aucune contrainte. En somme, on dira alors que la liberté, c'est l'indépendance. L'indépendance à l'égard des individus, mais l'indépendance à l'égard des lois et de toute autre forme de contrainte. Si telle est la liberté, alors, véritablement, on ne peut pas concilier la liberté et justement la réalité de l'État. Parce que justement, dans un État organisé, il n'est pas permis à un individu d'être indépendant. Nous dépendons tous de lois. Nous ne vivons pas dans la forêt, nous ne vivons pas dans la jungle, nous ne vivons pas en autarcie, nous vivons en communauté. Et pour la pérennité, la stabilité de cette communauté, des lois sont imposées. Lesquelles lois ne permettent pas à un individu de faire tout ce que bon lui semble. Si c'est donc cela qu'on considère être la liberté, alors, dans l'État, on ne saurait être libre. D'autres, comme je viens de vous le dire, diront justement que dans l'État, il y a la volonté de la communauté, j'allais même dire peut-être de la majorité, qui s'impose à la volonté, on peut dire, de l'individu. Je ne me reconnais pas toujours dans les lois qui sont érigées, qui sont votées dans un État. La loi n'exprime pas toujours ma volonté. C'est un peu une des écueils de la démocratie. Parce que même dans la démocratie, vous entendez quoi? On parle de la majorité écrasante. La majorité qui exprime sa volonté dans les lois,
le mot est consacré, écrase la minorité, tord le doigt ou le bras à la minorité. Par conséquent, dans ce type d'État, où chaque fois la majorité exprime sa volonté à travers les lois, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette volonté de la majorité peuvent considérer l'État comme étant justement un obstacle à leur liberté. Si être libre, c'est justement obéir à sa volonté, si être libre, c'est agir en suivant sa conscience, dans ce cas de figure, l'État pourrait être un obstacle à la liberté. En effet, il y a souvent cela qu'on appelle un antagonisme entre ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous pensons être bien et ce que l'État nous impose à travers la loi. Dans un État organisé, j'aime le dire, il n'est pas autorisé à aucune personne de se comporter comme on lui semble. Il y a cela qu'on appelle la circulation. On ne circule pas comme nous le voulons. Nous sommes obligés de respecter le code de la route. Je vais même dire, nous obéissons, nous nous plions à ce code de la route. La preuve, toute infraction est passible d'une punition. Et il y a dans un État cela qu'on appelle l'espace public. L'espace public, c'est l'espace qui appartient à tous. Mais ce n'est pas parce que l'espace public appartient à tous que tout un chacun, justement, est libre de faire tout ce que bon lui semble. Voilà pourquoi on dit parfois interdit, justement, de stationner. On dit interdit d'uriner, interdit de verser des ordures, interdit de fumer ici, interdit de klaxonner ici. Interdiction. Et s'il y a interdiction, il y a privation d'une sorte de liberté. Dans un État, véritablement, on n'est pas censé faire tout ce que bon nous semble. Parce que finalement, si chacun fait tout ce que bon lui semble, il risque d'y avoir un problème. Ce qui nous montre quoi? L'objet de la deuxième partie, que l'État, en réalité, même si en apparence semble être un obstacle, mais dans les faits, pourrait ne pas être un obstacle. Élément sur lequel nous allons revenir dans la deuxième partie. L'État est conçu par certains comme obstacle à la liberté. On peut le dire. Si nous revenons un peu aux formes de l'État, aux formes de l'État comme ce qu'on appelle l'État policier, comme cela qu'on appelle la dictature, comme dans un État qu'on appelle la monarchie. On les appelle en général des États totalitaires. Totalitaires parce que finalement, tous les pouvoirs sont détenus par un homme, par un groupe d'hommes, par un système, par un parti. Nous prenons l'exemple de l'État policier. Dans l'État policier, justement, il n'y a pas justement ce qu'on appelle de concertation.
il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'échange entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Dans ce type d'État, on passe de la force de la loi à la loi de la force. C'est la force qui fait loi et ce n'est plus la loi qui fait la force. On oblige, non pas en vertu de l'âme, mais on oblige en vertu de la force les individus, les citoyens à faire un certain nombre de choses ou à ne pas faire un certain nombre de choses. Je vais même dire quelque part que dans ce type de régime, on met la force au-dessus de la loi. C'est la force qui fait office de loi. La loi, elle est là, mais en réalité, elle est remplacée par la force. C'est pourquoi dans ce type d'état général, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que par la force, on peut dire policière, la force répressive, qu'est-ce qui se passe? On interdit à la population quoi? Ce qu'on appelle son droit de marche, son droit de protester. Les marches sont réprimées par la force dans le sang. Alors que, véritablement, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, il est donné à tout individu d'exprimer son opinion. Par la marche, par la plume, par la parole, par la musique de façon générale. Mais cette liberté, ce droit, est confisqué dans ce qu'on appelle les États ou un État totalitaire. C'est pourquoi dans ce type d'État, on assiste à quoi? On assiste à la censure. À la censure de quoi? De ce qu'on appelle l'expression. C'est le type d'État dans lequel aucun journaliste n'a la liberté de dire tout ce qu'il pense. Parfois même, avant d'exprimer ce que vous voulez, avant même de lire votre papier, avant même de publier votre journal, vous êtes obligé de passer par un comité de contrôle qui censure tout ce qui n'arrange pas le système en place. Dans certains États totalitaires, il n'y a pas de liberté d'expression. Toutes les personnes qui voudraient user de cette liberté d'expression en général, soit sont exécutées, soit sont exilées, soit sont emprisonnées. Ou en tout cas, ils sont menacés d'une manière ou d'une autre. Dans ce type d'état totalitaire, véritablement, la loi n'est pas l'émanation de la volonté populaire. C'est un système politique rigide, fermé, autoritaire, qui met en place des structures qui travaillent pour lui, qui défait les lois en fonction de ses intérêts, sans tenir compte véritablement des aspirations, des droits, des libertés de la population. Voilà pourquoi, dans plusieurs États, il y a conflit, guerre civile, révolte entre la population qui en a assez de souffrir de la confiscation de sa liberté et l'autorité qui est en place. C'est peut-être ça, entre guillemets, qui a été en partie cause de ce qu'on appelle le printemps qui s'est déroulé dans les pays arabes et qui a pris son départ avec la carte de Tahrir. Donc, dans ce type il n'y a pas véritablement de liberté. Dans l'absolu,
Dans tout État, on ne peut pas parler de liberté. C'est véritablement la liberté signifie que chacun soit indépendant vis-à-vis des autres et vis-à-vis des lois. Et à ce titre, on peut lire un passage de Jean-Jacques Rousseau qui disait quoi? On a beau confondre l'indépendance et la liberté. Si nous confondons l'indépendance et la liberté, alors l'État véritablement est un obstacle. Comme son nom l'indique, l'indépendance signifie ne dépendre de personne ni de rien. C'est n'obéir qu'à sa volonté. Ne dépendre que de sa volonté. C'est faire les choses sans penser aux autres. Et si c'est ça véritablement la liberté, alors l'État véritablement est un obstacle à la liberté. Parce que dans tout État organisé, il y a des normes, il y a des sanctions, il y a des interdictions. Sanctions, interdictions, lois, normes qui ne permettent à aucun individu de faire tout ce que bon lui semble. Il est vrai qu'on aurait pu partir de cela pour demander est-ce que réellement l'État est nécessaire? Ce sera l'objet de notre sujet. Mais vu que la liberté, elle est sacrée, vu que sous cet angle, l'État impose des normes, certains pensent que l'État doit disparaître pour que l'individu, le citoyen, puisse retrouver sa liberté. D'ailleurs, dans la plupart de ce qu'on appelle les manifestes des partis politiques, il y a quoi? On parle de défense, de respect, de préservation des libertés des citoyens. Dans certains États, nous voyons que pour faire une marche, il faut d'abord demander l'autorisation du préfet. Et tant qu'il y a autorisation, ça montre quoi? Tant qu'il y a demande d'autorisation, ça montre que donc la liberté de marche est consacrée dans le principe, mais dans les faits, elle doit passer par l'autorisation. Tant qu'on parle d'autorisation de manifester, ça montre que la manifestation, la liberté de manifestation n'est pas concrètement donnée à l'individu. Parfois même, on voit que les masses, les foules sont obligées d'outrepasser la loi, d'aller au-delà de la loi, pour manifester cette liberté-là. C'est pourquoi, dans l'entendement de l'homme ordinaire, lorsqu'on parle de loi, de l'État, on pense automatiquement à un obstacle. L'État n'est pas là pour nous, l'État est là pour lui-même, l'État est là pour un groupe d'individus. Mais en réalité, la question qu'on aurait pu dire, c'est quoi? Est-ce que véritablement, la liberté, c'est l'absence de loi? Est-ce que l'indépendance rêvée à l'égard des lois est une liberté? Nous pensons que non. Parce que finalement, si chaque individu est libre de faire tout ce que bon lui semble, si chaque individu peut réclamer, manifester, revendiquer son indépendance par rapport aux lois, dans ce cas de figure, il n'y a pas de liberté. Puisque en réalité, la liberté que j'ai de faire ce que je veux peut être contrariée
par la même liberté que l'autre a de faire tout ce que bon lui semble. Voilà pourquoi, justement, Jean Jaurès disait quoi? Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres. Et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'un autre. Elle consiste encore moins à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre. Quiconque est maître ne peut être libre. Et il dit, et régner, c'est obéir. Ça signifie quoi? Que cette liberté, tant convoitée, cette liberté qui consisterait dans une indépendance à l'égard des lois, cette liberté qui consisterait à tenir le dos aux lois de l'État, n'est pas une liberté. Si nous en tenons à la déclaration de Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas une liberté. Puisqu'il a dit, si chacun fait ce qui lui plaît, il fait ce qui déplaît à autrui. Mais autrui fera un jour ce qui me déplaît à moi. Et dans ce cas, on dira quoi? La liberté des uns risquerait d'être un obstacle à la liberté des autres. Si chacun fait ce qui lui plaît, les plus forts auront la possibilité de réduire à l'esclavage les plus forts, les plus faibles. Si chacun peut faire ce que bon lui semble, la notion d'espace public va disparaître. Parce que j'ai envie moi-même de faire un cours de philosophie, dans la même place, par la même occasion, un autre a envie d'organiser un show. Et tout le monde sait que là où il y a un show, un cours de philosophie n'existe pas. Donc le show m'a empêché de faire mon cours de philosophie. Mais le show aussi ne saurait se faire lorsque d'autres, plus nombreux, plus puissants, sur la même place, veulent organiser une autre chose qui n'est pas un show. D'où donc la liberté des uns supprime, annihile la liberté des autres si justement être libre signifie absence totale de loi. C'est pourquoi d'ailleurs, avant l'avènement de l'État, à l'état de nature, il n'y avait pas de loi. Tout le monde avait une liberté absolue, une liberté totale. Mais c'est une liberté absolue totale qui est stérile. Stérile, on va dire improductive. Ça ne servait absolument à rien. Je suis libre, mais d'une liberté à laquelle je ne peux pas profiter. Puisque la liberté que j'ai, c'est exactement la même que l'autre a. D'où donc, ma liberté, L0, est annihilée par la liberté L1 de l'autre. Voilà pourquoi on dit quoi? L'ennemi de la liberté, c'est la liberté. Voilà pourquoi on dit quoi? Que la liberté a servi la loi libère. Quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de loi, il est libre, totalement libre, il peut utiliser sa liberté pour m'asservir, pour faire de moi son esclave. Les plus forts oppriment les plus faibles. Mais là où il y a la loi, personne n'a le droit ni la possibilité de m'asservir. D'où donc, si nous partons de ce fait, on dira alors qu'en réalité, l'État n'a pas pour objectif d'être un obstacle à la liberté. Mais le but de l'État, c'est de donner à l'individu les conditions de sa liberté. Mais la liberté que l'État rend possible n'est plus absolue. C'est une liberté limitée, contrôlée, mais réelle. Par opposition à la liberté absolue qui existait à l'état de nature, absolue mais stérile. Mais dans l'État, nous avons une liberté limitée, mais réelle. D'ailleurs, l'État, dans la Constitution, l'État, de par l'érection des lois, nous permet à quoi?
permet à l'individu quoi? Ce qu'on appelle la liberté. La liberté d'expression. La loi nous permet d'exprimer notre opinion, d'exprimer notre préférence politique, mais dans le respect des lois. Exprimer ce que je pense, mais en évitant la diffamation, en évitant de porter atteinte à la moralité, à l'intégrité des autres. La loi, justement, nous permet, elle garantit, elle me dit clairement que j'ai la liberté de marche, que j'ai la liberté de voter, que j'ai la liberté de culte, que j'ai la liberté X, que j'ai la liberté Y. Mais avoir la liberté X, avoir la liberté Y ne signifie pas faire tout ce que l'on nous semble. Par conséquent, sous ce rapport-là, on dira quoi? Que la loi dans l'État n'est pas obstacle, mais elle est condition. Elle nous offre les conditions qui nous permettront de sentir véritablement que nous sommes libres. Il est vrai que nous sommes libres dans l'État, je le répète, d'une liberté limitée, mais réelle, par opposition à la liberté absolue, mais stérile dans l'état de nature. Dans l'état, je n'obéis à personne. J'obéis à la loi. Mais en dehors de l'état, soit je suis esclave d'un autre, ou je suis esclave de mes passions. On ne peut pas être esclave d'une passion négative dans l'état. L'État nous interdit d'obéir à nos passions si nos passions, justement, ne sont pas en phase avec l'esprit de la loi. Voilà pourquoi, dans un État, on empêche à l'individu d'être dépendant de la drogue. On empêche à l'individu d'être dépendant d'une autre passion qui n'est pas une passion positive. Sous ce rapport, donc, l'État est condition de la liberté. Sous ce rapport, l'État n'est pas un obstacle. On va même dire que la vraie liberté commence dans l'État. Mais ce n'est pas encore une fois une liberté absolue. Si nous revenons à la perspective de Jean-Jacques Rousseau, il dit en réalité, la loi n'est que l'expression libre, consciente, on va dire volontaire, et il dit de qui? De la volonté générale. La loi n'exprime pas la volonté d'un individu. La loi ne m'a pas été imposée par un individu. Il y a un moment pour mettre en place l'État, la société, pour mettre en place les règles auxquelles nous devons obéir, les individus ont signé ce qu'on appelle un contrat social. Dans ce contrat social, tout le monde s'engage envers tous, mais tous s'engagent envers tout le monde. On dit chacun s'engage envers tous et tous s'engagent envers chacun. L'engagement non seulement est réciproque, mais les termes de l'engagement sont les mêmes. Et dans ce contrat social, ce sont les individus qui, dans un dialogue, dans un échange, dans un vote, librement, ont consenti à mettre sur pied des lois. Et en tant que je contribue à mettre sur pied des lois, je prends le titre de citoyen. Une fois que la loi est là, mise sur pied,
elle va m'être appliquée. Mais lorsqu'on m'applique la loi, c'est comme si on ne fait que m'appliquer à moi-même ma propre volonté. C'est moi qui avais dit, c'est moi qui avais signé, c'est moi qui avais voulu. Dans ce cas de figure, Jean Jaurès aussi dit quoi? L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Je n'obéis pas à A, je n'obéis pas à B, j'obéis à moi-même. J'obéis à la loi à laquelle j'ai consenti. La loi ne s'applique pas à moi seul, elle s'applique à nous tous. Nous tous, nous avions accepté de consentir à obéir à ces lois. Lesquelles lois viennent de notre propre volonté. Nous avions mis sur pied ces lois, non pas contre notre intérêt, mais pour notre intérêt. Pour vivre en paix, pour vivre dans le respect, pour vivre dans la mutualité, pour vivre dans la sécurité. Voilà les clauses qu'on appelle les lois. Par conséquent, là, je ne fais qu'obéir à moi-même. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, ou l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites, est liberté. Ça, c'est un peu la perspective de Jean-Jacques Rousseau. Pour nous résumer sur ce point-là, on dira quoi? On dira que, en général, on considère l'État comme obstacle à la liberté. On le considère comme obstacle à la liberté. Pourquoi? Pour deux choses. La liberté égale absence de contraintes, alors que justement, l'État, c'est quoi? L'État, c'est la contrainte. L'État implique une contrainte, alors que pour l'homme ordinaire, pour le sens commun, tant qu'il y a contrainte, il n'y a pas de liberté. Il n'y a de liberté que là où il n'y a plus de contrainte. L'État est obstacle à la liberté lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle un État, je l'ai dit, un État policier. Là où il y a ce qu'on appelle la dictature. Dans ce cas de figure, il y a privation, il y a confiscation des libertés élémentaires du citoyen. On a confisqué sa liberté de marche, son droit de marche. On a confisqué sa liberté d'expression. Il y a privation par rapport à ces libertés. L'individu n'obéit pas à la loi à laquelle il a consenti, il obéit à une loi qu'on lui a imposée sans son consentement. Parfois même, pour parler comme Nietzsche, lorsqu'il y a dictature de la majorité sur la minorité, comme c'est le cas parfois en démocratie, on ne parle pas véritablement de liberté. La minorité ne fait pas ce qu'elle veut, mais elle fait ce qu'on lui demande de faire, et ce qu'on lui demande de faire, c'est l'expression de la volonté majoritaire. D'où donc, je l'ai dit tantôt, il y a une écrasante majorité, ou bien la majorité écrase la minorité. Ok? Ça, c'est un peu la première perspective. Mais nous avions dit, justement, que ce point de vue doit être dépassé. Que, en réalité, justement, l'État est conduit et condition de la liberté. La vraie liberté commence avec l'État. Nous avions dit ça, que dans l'état de nature, les individus n'obéissent pas aux lois, ils obéissent à leur caprice, ils obéissent à leur volonté. Dans l'état de nature, chacun a une liberté totale, mais je dis que cette liberté n'est qu'une liberté stérile. Stérile parce que la liberté des uns empêche aux autres véritablement de profiter de leur liberté. L'État qui impose des bornes à ne pas dépasser. L'État qui impose un code de conduite.
l'État qui impose des droits et des devoirs. Et par ricochet, nous avions même dit que dans un État démocratique, je l'ai dit la dernière fois, démos, peuple, et kratos, pouvoir, nous voyons quoi? Que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision qui s'exprime à travers les lois ne fait qu'exprimer la volonté du peuple. Donc dans une démocratie, il y a des lois. Les lois ne sont pas imposées au peuple, mais les lois ont pour origine le peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui vote les lois directement par référendum ou indirectement, mais en passant par l'Assemblée nationale. Les députés sont censés être les représentants du peuple. Dans ce cas de figure, dans une république démocratique, véritablement, la loi exprime une contrainte, mais c'est une contrainte volontaire. C'est comme si nous-mêmes, nous nous sommes imposés une contrainte, une ligne à ne pas dépasser. Une ligne de conduite. Je l'ai dit, obéir à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. C'est pourquoi on a dit, dans la démocratie, on dit c'est quoi? C'est pouvoir du peuple. On a dit par le peuple, mais on a dit pour le peuple. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Du peuple, c'est l'origine. Le peuple est origine, source du pouvoir. Par le peuple, c'est le peuple lui-même qui exerce le pouvoir. C'est lui qui met à sa tête un chef, un président de la République, un commis, à qui il fixe une ligne de conduite. C'est lui qui exprime justement qu'est-ce que la justice. C'est pourquoi au tribunal on dit au nom de la justice du peuple. C'est le peuple justement qui élabore ce qu'on appelle le code pénal. Ou bien le code pénal est censé être là pour garantir l'intérêt du peuple. Donc dans ces cas de figure, véritablement, on dira que l'État n'est pas obstacle, mais il est condition. Et justement, il y a un certain nombre de textes. Il y a un texte d'Émile Durkheim qui semble un peu défendre les deux thèses. Il dit, on considère l'État comme l'antagoniste de l'individu. Et il semble que le premier ne puisse se développer qu'au détriment du second. Je répète, on considère l'État comme l'antagoniste de l'individu. Et il semble que le premier ne puisse se développer qu'au détriment du second. À savoir, pour que l'État puisse élargir ses tentacules, il faudrait qu'il étouffe un peu le terrain de l'individu. Le salut de l'État, l'avenir de l'État, la force de l'État dépend de sa capacité à transcender, à dépasser, à subjuguer, à dominer cela qu'on appelle l'individu. Mais il dit, ce n'est qu'un point de vue, mais en réalité, il dit, la vérité, c'est que l'État a été bien plutôt le libérateur de l'individu. Libérateur de l'individu. C'est pourquoi tantôt j'ai dit quoi? La liberté a servi. La loi libère. Puisque dans l'état de nature, le plus fort pouvait opprimer le plus faible. Mais dans l'état, cette oppression est interdite. Elle n'est même pas possible. Donc, la loi, dans l'état, me libère de toute forme d'oppression. C'est quoi il dit ici? C'est que l'État, il dit, la vérité, c'est que l'État a été bien plutôt le libérateur de l'individu. C'est que l'État, c'est l'État qui, à mesure qu'il a pris la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber. Oui, dans la société, nous avons des coutumes. Par exemple, le système des castes, qui constitue parfois une entrave
à notre volonté. Mais dans l'État, le système des castes n'existe pas. Il est transcendé. La loi autorise le mariage sans tenir compte des castes. Dans la société, parfois, la religion peut être un obstacle. On dit quoi? X et Y ne peuvent pas se marier parce que n'appartenant pas à la même religion. Mais dans l'État, cela est dépassé. Dans toute famille, il y a une forme d'organisation, mais dans l'État, cette forme d'organisation est transcendée. Donc l'individu, dans l'État, n'obéit pas à son père, pas aux coutumes, pas à la religion, mais il obéit aux lois. C'est pourquoi, dans une république laïque, les lois sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit la caste, quelle que soit l'ethnie. Il n'y a pas de loi pour les musulmans, il n'y a pas de loi pour les chrétiens, il n'y a pas de loi pour les peuples ou les Sérés ou les Diola. La loi est la même dans un État pour tout le monde. Donc déjà, la loi dans l'État me libère justement de cette entrave qui venait de ma famille, qui venait de ma religion, qui venait de ma caste de façon violente. Voilà pourquoi il a dit, c'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber. La famille, la cité, la corporation. Quand on dit la corporation, c'est le syndicat. Je peux être lié par un certain nombre de clauses à mon syndicat, mais cette relation est brisée par l'État à travers la loi. Parce que la loi, elle est la même pour celui qui est un syndiqué et pour celui qui n'est pas un syndiqué. Elle est la même. Ça, c'est un peu pour montrer ça. Il dit cependant, l'État peut devenir despotique et oppresseur. Quand il dit, s'il n'est pas limité par une puissance collective qui le contienne. L'État me libère, il est libérateur, mais autant l'État peut être facteur d'oppression. Mais pour que l'État ne soit pas un facteur d'oppression, il dit qu'il faut contenir l'État. Sinon l'État risque d'être despotique et oppresseur. Il faut le contenir. C'est pourquoi la dernière fois on a dit, l'État, pour que l'État ne devienne pas obstacle aux libertés, l'État doit être un État de droit. De droit et non pas un État de fait. On dit un État de fait comme l'État policier. Dans l'État policier, on n'obéit plus aux lois, on n'obéit plus à la justice, mais on obéit à la force. On obéit aux caprices du dirigeant. Donc lorsque l'État n'est pas organisé, lorsque l'État n'est pas limité dans ses tentacules, il peut être un instrument d'oppression. Il dit, d'où il suit que la force sociale qui est en lui doit être neutralisée par d'autres forces sociales qui lui fassent contrepoids. Et c'est cela qui nous rappelle un peu ce que disait Montesquieu. Qui disait quoi? Il faut faire en sorte que le droit limite le droit. Puisque si le droit est illimité, il peut être un obstacle. D'où, pour lui, il faudrait faire en sorte de diviser, de séparer et de diviser un peu ce qu'on appelle la loi, les institutions, le pouvoir, en trois pouvoirs. Il a dit qu'il faut le pouvoir législatif, il faut le pouvoir exécutif et il faut le pouvoir judiciaire. Il faut donc cela. Sinon, si tous les pouvoirs sont détenus par un seul homme, par un seul système, on parle de totalitarisme. Et lorsqu'il y a totalitarisme, il y a dictature. Et quand il y a dictature, véritablement, il n'y a pas de liberté. Voilà un peu, un petit élément de synthèse par rapport à ce premier élément-là. Le premier élément qui montre un peu en quoi, véritablement, l'État est perçu par les uns comme obstacle, et en quoi, pour d'autres, l'État est perçu comme étant une condition de la liberté. Et justement, par rapport à ce sujet,
On peut, le moment venu, donner un certain nombre d'éléments, mais éléments sur lesquels nous allons revenir plus tard. Et sans plus tarder, nous allons essayer de passer au sujet 2. Le sujet 2, c'est quoi? La politique doit-elle exclure l'éthique? C'est une question qui est essentielle, qui dans bien des cas alimente les débats de grande place. Parfois même, c'est un sujet qui soulève des thèses à l'université. Mais c'est un sujet qui divise les intellectuels, les moralistes. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Mais pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en droit de poser cette question-là? Nous constatons aujourd'hui que lorsqu'on dit politique, les mots qui nous viennent à l'esprit, c'est quoi? C'est un peu la démagogie. On dit que le politicien est un démagogue. Un démagogue, à savoir quelqu'un qui fait des promesses qu'il sait qu'il ne pourra pas tenir. On se rappelle d'un certain président au Sénégal qui, une fois venu à Thiès, disait aux cheminots que, une fois réélu, je vais créer un chemin de fer à grand écartement. Quelqu'un qui a tué un chemin de fer, est-il en droit de promettre un chemin de fer avec des rails à grand écartement? Quelqu'un qui n'était pas en mesure véritablement de fournir de l'électricité à tout le monde, est-il en droit de promettre la construction d'une centrale nucléaire? C'est du bluff. On parle ici de promesses démagogiques. Donc aujourd'hui, lorsqu'un homme politique fait son discours, il fait des promesses, on dit ah, ce n'est que de la démagogie. D'ailleurs, on se rappelle d'un certain président, il disait quoi? La promesse politique n'engage que celui qui y croit. Donc moi qui vous fais des promesses, je vous fais des promesses, mais je ne crois pas à mes propres promesses. Maintenant, on dit que l'homme politique ne croit même pas à ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous pensons. Lorsqu'on parle de l'homme politique, souvent on pense à manipulateur. On pense à beau parleur. Quelqu'un qui est habile dans l'art de parler. Mais en réalité, qui ne croit même pas à ce qu'il dit. Et si on ose le mot, on dira c'est en réalité un menteur. Le mot n'est pas trop fort. On se rappelle de Nietzsche qui disait quoi? L'État est un menteur. Voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis là pour vous tous. Il dit, lorsque l'État dit je suis là pour vous tous, c'est pas vrai. L'État n'est pas là pour nous tous. Il est là pour lui et pour un certain nombre d'éléments. Dans l'entendement de l'homme ordinaire, dans l'entendement du sens commun, lorsqu'on parle de la politique, on pense à quoi? On pense à la transhumance. On pense à la transhumance. On parle même en réalité de quoi? De la compromission. Quelqu'un qui est là, qui a été dans un parti
pendant 20 ans, qui s'est battu pour les idéaux de ce parti et qui, du jour au lendemain, sans aucune forme de décence, tourne la page, rature tout son passé et rature même la rature, pour parler comme George Orwell, qui disait quoi? La rature fut raturée et la rature de la rature oubliée. Ce que nous voyons, on parle de compromission. Et ça peut même être quoi? Une forme d'opportunisme. Vous semblez vous vendre, vous semblez un peu, pour utiliser le terme transhumance, vous comportez comme un animal. Lorsqu'on parle de la politique, souvent, on pense à quoi? On pense à la ruse. La ruse. On pense parfois à la violence. Quelle violence? Non seulement la violence physique, mais pire, on pense à la violence verbale. On se met à calomnier, on se met à diffamer. Nous constatons même que parfois, lorsqu'on parle de politique, on pense même à voleurs. On dit les hommes politiques sont des voleurs. Nietzsche a dit quoi? L'État est un voleur. Par sa main droite, il porte un gant qu'on appelle impôt, qu'on appelle amende, qu'on appelle fiscalité. Il me vole. Et par sa main gauche, il met dans sa poche. Voleur. Voilà ce que nous constatons. Nous semblons même penser qu'en réalité, si nous nous fondons sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, que la politique semble un peu exclure l'éthique. Mais la question c'est quoi? La question n'est pas est-ce que la politique exclut l'éthique, mais est-ce qu'elle doit exclure l'éthique? C'est ça la question. Est-ce que pour faire de la politique, je dois être un démagogue, je dois être un manipulateur, je dois être un opportuniste? Est-ce que pour faire de la politique, je dois vendre mon âme au diable? Est-ce que, comme le disait le général de Gaulle, pour faire de la politique, je dois prendre le chemin de l'Empire et tourner le dos au chemin de l'Église? Est-ce que pour faire de la politique, nous ne devons pas hésiter, pas un seul instant, à entrer dans le mal? Est-ce que pour faire de la politique, nous devons, comme le disait Jean-Paul Sartre, plonger nos mains dans la merde, dans la boue, jusqu'au bout? C'est ça la question. Mais avant de répondre à cela, nous allons essayer de faire un petit éclairage conceptuel. D'abord, qu'est-ce que la politique? Dans le mot politique, vous avez le mot police. Mais ce n'est pas police avec CE, c'est police avec S. Le mot police signifie cité, ça signifie société. Et par extrapolation, on dira alors la politique. C'est quoi? C'est l'art de bien gérer les affaires. De quoi? L'art de bien gérer les affaires, on dira, de la cité. De la cité, de la société. Que signifie bien gérer? Bien gérer, c'est gérer de manière équitable. S'il faut partager, il faut partager de manière équitable. En ce moment-là, le Sénégal vit dans une sorte de crise avec la maladie, le Covid-19. Il y a des aides qui sont données par le gouvernement et par des... Nous avons ici deux questions.
La première est la suivante. Si c'est le peuple qui dicte les lois et les contraintes, alors quel est le rôle de l'État dans la société? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord faire une petite précision. Parce que lorsque nous disons que c'est le peuple qui dicte les lois, nous faisons référence à l'État démocratique. Dans une démocratie, en effet, comme l'indique l'étymologie du mot, demos kratos. Je l'ai dit tantôt dans mes propos, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. En démocratie, c'est le peuple qui choisit dans une élection celui-là qu'on appelle le président de la République. Et c'est le peuple qui, lors d'un vote référendaire, le référendum, définit ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est l'ensemble des chartes, l'ensemble des textes qui attribuent des droits et des devoirs à chaque citoyen. Donc, c'est dans la Constitution qui émane de la volonté populaire qu'on indique exactement quels sont les rôles, les attributs, les prérogatives, les limites du président de la République. C'est pourquoi dans ces textes, Jean-Jacques Rousseau dit quoi? Que le président en réalité est un commis de la population. Il travaille pas pour lui, il travaille pour la population. C'est parce qu'il travaille pour la population que la population lui a donné une maison, on appelle le palais de la République, les moyens à voter pour le président, une caisse noire. Et justement, il appartient au peuple, à chaque fois qu'il le voudra, par élection en général, de changer ou de confirmer le président. Dans une démocratie, les lois, je vous le rappelle, sont votées par référendum, directement, ou bien indirectement par l'Assemblée nationale. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, on les appelle les députés. Ils ont été choisis par élection par la population. C'est vrai que les députés, souvent, sont issus de partis politiques, mais fondamentalement, véritablement, le député né est censé être là, non pas pour son parti, mais pour le peuple, non pas de député du peuple. C'est la voix du peuple. Il représente le peuple. Parce que le peuple ne peut pas, à chaque instant, se réunir dans une place publique pour délibérer, pour légiférer. Ainsi, il prend des hommes, il les choisit, il les appelle représentants. Ils parlent, ils agissent au nom du peuple et en principe pour le peuple. Et ce sont les députés véritablement qui votent les lois. Le président ne vote pas de lois, il ne fait que proposer des lois. C'est le peuple qui accepte ou qui rejette, qui change la loi. Et cette même loi qui a été votée par le peuple par référendum ou par le détour de l'Assemblée, c'est cette même loi qui vient s'appliquer à la population. Ça, c'est en démocratie. Mais si on revient à cette perspective de Thomas Hobbes, on ne peut pas dire la même chose. Hobbes nous fait savoir qu'en réalité, une fois sorti de l'état de nature, le peuple a signé un pacte. Pacte dans lequel chaque individu renonce à son droit de se gouverner lui-même. Pacte dans lequel chaque individu a accepté de déléguer, de transférer son droit à se gouverner lui-même à une tierce personne qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, il est choisi comme arbitre. Non seulement il est arbitre, non seulement il est dirigeant, mais en même temps, il est législateur. C'est lui qui, dans l'intimité de sa conscience, prend des lois pour la population.
Les lois, en principe, il doit les prendre pour l'intérêt de la population. Il doit prendre des lois pour faire en sorte que la population ne vive plus les mêmes travers qu'elle avait connus à l'état de nature. Mais encore une fois, dans la perspective du contrat de Thomas Hobbes, le peuple ne vote pas les lois, le peuple ne détient pas la souveraineté. La souveraineté est déléguée, elle est transférée à une tierce personne qui ne prend pas part au contrat. C'est le Léviathan. Il a tous les pouvoirs. Pouvoir législatif, il choisit les lois. Pouvoir exécutif, il exécute les lois. Pouvoir judiciaire, il administre la justice. Sa justice, qui n'est pas la justice du peuple. Et en cela donc, Hobbes propose un régime monarchique. Une sorte de dictature, mais une dictature éclairée. Parce que le monarque, le Léviathan, a été choisi sur la base de quelques qualités morales, de quelques qualités intellectuelles. Il a été choisi parce qu'il y a un espoir que sa personne a suscité de la part de la population. On parle de despote éclairé. N'empêche, dans ce type de régime, c'est un seul individu qui exprime sa volonté à travers les lois. Dans ce cas de figure, lorsque le peuple obéit à la loi, en réalité, il ne fait qu'obéir à la volonté du chef. La volonté du chef, qu'on n'appelle plus volonté, mais qu'on appelle loi. Et lui-même, il est au-dessus de la loi. Il crée des lois, il les applique sur la population, mais lui-même, il est au-dessus de la loi. Et ça, c'est une menace. Alors que dans la perspective de Jean-Jacques Rousseau, nul n'est au-dessus de la loi. C'est le peuple qui librement, spontanément, pour son propre intérêt, vote la loi, crée la loi. Et lorsque je participe à la création des lois, je m'appelle citoyen. Mais lorsque la loi revient s'appliquer à moi, je m'appelle sujet. Et je ne m'applique à moi-même que ma propre loi. Ma propre loi, ma propre volonté. C'est quoi on a dit? Pouvoir du peuple, ça vient du peuple. Par le peuple, c'est le peuple lui-même qui détient la souveraineté. Pour le peuple est objet de la loi. Donc, dans le régime de Hobbes, de Rousseau, nous avons en principe une démocratie. Alors chez Thomas Hobbes, on n'a pas une démocratie, on a une monarchie. On dit alors que Rousseau a mis la liberté, le respect de la liberté, au-dessus de toutes les autres formes de considération. Par conséquent, au contraire, chez Hobbes, la liberté n'est pas exclue, mais elle est un peu sacrifiée au prix ou à l'autel de la sécurité. Hobbes dit en général, le problème qui est à la cause de la guerre à l'état de nature, certes, est lié à la nature belliqueuse de l'homme, mais c'est lié surtout à cet excès de liberté. C'est pas que tout le monde est assez libre que ce trop plein de liberté, quelque part, constitue un obstacle. Donc, vu que la liberté est un obstacle, Hobbes dit il faut agir sur la liberté. Il faut diminuer la liberté, annihiler la liberté, pour que les gens puissent vivre dans la sécurité. Alors que pour Rousseau, rien n'est plus important que la liberté. Vous annihilez la liberté. C'est comme si vous avez renoncé à votre dignité d'homme. D'où donc Rousseau dit la liberté d'abord, la sécurité ensuite. Donc je me répète, dans une démocratie, c'est le peuple qui vote la loi. Et c'est la loi qui imprime une contrainte. C'est la loi qui indique à tous ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas de figure, dans une démocratie, l'individu n'obéit à personne, il n'obéit qu'à la loi. Mais dans une perspective hobbesienne, monarchique, on obéit à la loi, mais obéir à la loi, c'est comme obéir à la volonté du Léviathan. C'est lui qui dicte la loi. C'est lui qui dit comment on doit appliquer les lois. Et il a la prérogative à tout instant de changer la loi. Et à quoi sert un État? Quel est le rôle de l'État? Je vais tout simplement vous lire des textes que vous allez peut-être commenter.
à vous qui m'avez posé la question. Il y a un texte de Baruch Spinoza qui dit la fin de l'État, la fin, FIN, le but de l'État, n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'être raisonnable à celle de bêtes brutes ou d'automates. En cela, il semble un peu répondre à ceux qui critiquent l'État, qui disent qu'en réalité, dans un État, les gens n'agissent que de manière automatique. Non. Dans un État, les gens agissent de manière raisonnable. Ils savent pertinemment que les lois de l'État, en réalité, sont dirigées pour le bien-être. La preuve, tout individu sait que si l'État n'était pas là, point de sécurité. Parce que l'État est là avec les armes, avec la violence, avec les moyens de répression. C'est pour imposer ce qu'on appelle la paix et l'harmonie. On peut contextualiser. En pareille circonstance, on parle de couvre-feu au Sénégal. Dans quel but? Mais dans le but un peu de limiter la propagation de ce virus-là qu'on appelle le Covid-19. Certains peuvent penser que cela est une contrainte de trop, mais c'est une contrainte qui est nécessaire. Parce que l'objectif de cette contrainte n'est pas de me contraindre, mais on me contraint à rester chez moi, parce que mon intérêt à moi est de rester chez moi. Ça diminue la propagation de la maladie. Et malgré cette contrainte, nous voyons justement que l'État est là, dehors, avec sa force de police, de gendarmerie, ses forces de sécurité et de défense. C'est pour veiller un peu à l'intégrité des personnes, de leurs biens. C'est pour protéger un peu le sommeil et le quiétude. Et bien alors, le but de l'État n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'être raisonnable à celle de bêtes brutes ou d'automates, mais au contraire, il est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions. On sous-entend par là que l'État nous offre les conditions de paix, les conditions de tranquillité, de sécurité, sans lesquelles on ne peut pas véritablement développer notre créativité. Dans les pays où il y a la guerre, la Syrie, là où il y a l'influence de Boko Haram et d'autres, les gens pensent beaucoup plus à sauver leur peau qu'à rédiger des poèmes, qu'à faire des cours de philosophie, qu'à inventer des choses. Mais lorsque l'État est là, garant de la sécurité, garant de la sûreté, de la tranquillité, il permet aux gens véritablement de laisser éclore leur intelligence, leur créativité. Mais cela, c'est garantir la paix, garantir la sécurité, permettre aux individus d'avoir les conditions de penser, de créer, d'imaginer. À l'état de nature, cela n'était pas possible. Parce qu'on vivait dans la peur d'être tué, la peur d'être dépossédé de ses biens, la peur d'être réduit à l'esclavage. Cela n'existe pas dans un État normal. Au Sénégal, on peut aller dans une bibliothèque, réfléchir, on peut aller dans une place publique, méditer, on peut marcher librement en pensant. Pourquoi? L'État est là pour nous garantir ces conditions. Et il dit, pour terminer, la fin de l'État est donc en réalité, il dit là, la fin de l'État est donc en réalité la liberté. À l'état de nature, je le répète, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de loi. On pensait être totalement libre, c'est une indépendance, mais c'est une liberté à laquelle je ne pouvais pas profiter. La liberté des uns annulait celle des autres. Les uns, en faisant ce qui leur plaisait, faisaient ce qui déplaisait à autrui. Il y avait la cacophonie, le cafouillage, il y avait l'anarchie, il y avait la loi du plus fort. Les gens étaient quelque part victimes de leur innocence, victimes de leur caprice. Mais dans un État, il y a un minimum de droits à respecter. Il y a des textes qui sont là, il y a un minimum de moralité à respecter. Et le respect de tout cela contribue un peu à rendre possible notre liberté. Vous prenez un autre texte de Jean-Jacques Rousseau, il dit trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune
la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social est la solution. Ici donc, il semble que le but de l'État, c'est de défendre la personne, c'est de protéger la personne, mais défendre et protéger aussi les biens de chacun. C'est aussi et surtout faire en sorte que les gens obéissent à des lois. Et c'est en obéissant aux lois qu'on évite d'obéir à des personnes. Il semble donc ici que le but de l'État, c'est la défense, c'est la protection, c'est la sécurité. Mais c'est surtout la liberté. Le tout résumé dira alors que le but de l'État, c'est le bonheur des citoyens. Le bonheur. Sans l'État, on vit dans la terreur, on vit dans le malheur, on vit dans la peur. Mais dans l'État, nos talents peuvent éclore, notre imagination peut se développer. Nous pouvons entreprendre, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons manifester notre liberté de culte, notre liberté d'expression, ce qui n'est pas possible dans notre État. Mais ça, c'est l'État en général. Mais dans les faits, dans certains États, ça n'est pas vrai. Je l'ai dit tantôt, dans une monarchie, dans un État policier, on ne parle pas de paix. C'est un peu le malheur, c'est un peu les privations, c'est un peu, quelque part, les enlèvements, l'exil, c'est la bastonnade. Par conséquent, là-bas, l'État n'est pas en faveur du bonheur de la population. L'État travaille contre les intérêts de la population. C'est peut-être en ce sens que des gens, comme cela qu'on appelle les anarchistes, ont proposé le dépérissement immédiat, pur et simple de l'État. La disparition immédiate de l'État. L'État est un obstacle. Alors que pour Karl Marx, l'État doit disparaître, mais de manière progressive. Il faudrait d'abord un premier renversement. Il faudrait faire en sorte que la majorité revienne au pouvoir. On passe là alors du capitalisme, on dira au socialisme. Mais là aussi, la majorité, une fois revenue au pouvoir, peut imposer ses volontés à la minorité. C'est pourquoi il faut aller beaucoup plus loin en parlant un peu du communisme, un État dans lequel il n'y a ni chef, ni sujet, ni dirigeant, ni dirigé, mais un État dirigé par un collège. Chaque corporation, chaque secteur, chaque segment de la population envoie ce qu'on appelle ses représentants. Les représentants parleront au nom de ce qui les envoie et il y aura échange. Et là, on parle de l'État pour tous. On parle de véritable communauté. Et non pas d'une communauté idéale dans laquelle il y a toujours une minorité ou une majorité qui est aux commandes, l'autre ne fait que obéir à l'une à l'autre. Voilà de façon générale une réponse par rapport à cette première question. Une autre question est revenue, et pourtant nous avions consacré un cours entier à cette question. Qu'est-ce que l'État? Je demanderai avant tout à cet élève de retourner sur la même page Facebook, sur la même page de YouTube, avec le même lien. Il retrouvera mon cours sur qu'est-ce que l'État. Mais d'emblée, on peut répondre de façon claire et simple, courte, avec le texte de Max Weber, intitulé Le savant et le politique. Voilà ce qu'il dit. L'État contemporain est une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence légitime. L'État est une communauté. Et il a dit une communauté humaine. L'État est incarné par un groupe d'hommes, une communauté d'hommes qu'on appelle les fonctionnaires. Mais groupe d'hommes, communauté d'hommes qui se fondent sur le travail, non pas pour elles-mêmes, mais qui travaillent pour toute la société.
C'est pourquoi on parle d'un agent de l'État. Et lorsqu'on revient justement à cela que j'avais appelé Georges Burdeau, il disait que l'État est un ensemble d'institutions. Institutions qui s'incarnent à travers le pouvoir législatif, les assemblées, le Parlement de façon générale. Institution législative ou pouvoir législatif qui a pour charge de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. Institution ou pouvoir politique, exécutif, on pense à la présidence, à la primature, au ministère et l'ensemble des services rattachés qui sont là, qui appliquent une politique définie par son chef, le président de la République, mais une politique qui en principe se fonde sur les textes et dont le but, comme je viens de le dire, est de travailler pour l'intérêt de la population. On ne saurait parler de l'État sans penser au pouvoir exécutif, judiciaire, les assemblées, les cours et tribunaux, la justice. Donc on peut dire que l'État est une organisation juridico-politique. Juridique parce qu'elle est fondée sur des textes, politique parce qu'elle a des missions politiques. Une organisation juridico-politique qui a en charge la gestion des affaires de la cité, mais dans le cadre d'un territoire bien déterminé. Voilà de façon résumée une définition de l'État. Je pense qu'il y a une autre question ou d'autres questions. Y a-t-il une différence entre défendre une personne et protéger une autre personne? Défendre une personne, c'est donc du français. Y a-t-il une différence entre défendre et protéger? Quand nous disons protéger, on pense peut-être à éviter que des agressions ne viennent à cette personne-là. Quand je me rappelle, lorsque nous étions élèves, il y a ce qu'on appelle, dans nos cahiers, il y a ce qu'on appelle protège. On prenait le cahier qui est là, on protège. Donc on évitait que les intempéries, que la saleté, que d'autres choses de l'extérieur viennent un peu toucher à mon cahier. Là on parle de protection. Ok? On nous protège des agressions extérieures. On nous protège de la calomnie. On nous protège un peu du vol. On nous protège de la diffamation. Mais lorsqu'on dit défense, c'est pas très loin de protéger, mais on dit on défend ce qui est déjà là. On nous défend. Quelque chose est déjà ici, on cherche à sauvegarder cela. Mais fondamentalement, on peut dire que défendre une personne, c'est protéger une personne. Mais ce n'est pas la personne physique, l'intégrité physique, mais on protège en même temps son droit. On protège ses devoirs. On protège ses biens. On protège ou on défend son intégrité, sa liberté, sa famille. Si vous ouvrez le dictionnaire, je suis prêt à parier, défendre c'est de protéger. Si je me trompe, vous pouvez toujours me rattraper par une question ou peut-être par une contribution sur cette même page. Est-il favorable de vivre dans une société ou de vivre dans un État? Si la société avait
répondu à l'ensemble des espoirs de l'homme, l'homme ne serait pas passé de la société à l'État. L'homme a créé l'État parce que justement, la société a atteint ses limites. La société nous impose des choses, justement, qui sont en déphasage avec parfois le bon sens. Tantôt dans mes propos, j'avais montré que l'État nous libère de la famille. Parce que dans la famille, il y a des contraintes. On se soumet tant bien que mal à la volonté du père. Même si le père ne dit pas la vérité, même s'il a un mauvais tempérament, tant que je vais rester dans la famille, je suis obligé d'obéir tant bien que mal. Mais l'État nous soustrait à cela. Dans un État, je ne dépends plus de mon père, je l'ai dit tantôt, je dépends de la loi. La loi ne tient pas acte de ce que veut ou ne veut pas au fond mon père. Tantôt dans mon propos, je disais que dans l'État, nous dépassons quelques problèmes que nous rencontrons dans la société. Dans la société, il y a cette barrière, ce clivage qu'il y a entre les castes. Un exemple que je vais me donner. Dans l'État, ça n'existe pas. Déjà au Sénégal, on dit un peuple, un but, une foi. On parle de la personne sans tenir compte de sa caste, sans tenir compte de sa religion. Parfois même, sans tenir compte au fond de ses choix personnels ou autres. La société n'a pas réussi à instaurer justement des normes justes. Des normes justes. Puisque, je l'ai tantôt dit, fondamentalement, scientifiquement, philosophiquement, religieusement, rien ne semble prouver la supériorité de l'homme sur la femme. Or, cette prétendue supériorité est entretenue dans la société. Cela est balayé d'un revers de la main dans le cadre de l'État. Il y a beaucoup d'aspirations que nous avons, la sécurité, l'exploitation des ressources, l'implantation d'usines, d'écoles, la préservation de nos frontières, l'invention de la science et de la technique, autant de choses qui sont là, qui dépassent les compétences de la société. C'est pourquoi l'État semble être une nécessité. Elle permet à l'individu de respirer, il permet à l'individu de respirer, de se sentir beaucoup plus juste. Parce que dans la société, on nous impose des lois. Et nous-mêmes, nous ne savons pas d'où viennent ces lois. Mais dans l'État, toutes les lois associent en général les citoyens. Nous participons à la création des lois. Cette discrimination, cette injustice, cette absurdité qu'on voit dans la société, on ne la voit pas dans l'État. Par conséquent, l'État est plus intégrateur, plus libérateur, on peut dire même plus juste que la, on parle même d'un État providentiel. Tout ce que nous rêvons, tout ce que nous désirons, nous le projetons dans l'État. C'est pourquoi nous pensons que l'État répond le mieux aux aspirations de l'individu, du citoyen, que la société. L'État dépasse les limites, les clivages qu'on rencontre dans la société. Mais c'est une question qui mérite d'être approfondie. Et là-dessus, je sollicite le point de vue des uns et des autres, surtout de mes chers collègues professeurs de philosophie. Je vous remercie.
la réalité. Nous entendons de beaux discours, nous voyons des hommes qui dégagent l'intégrité, la probité, la moralité, la sincérité. Mais derrière les discours, il y a des actions. C'est comme si donc l'homme politique, c'est quelqu'un qui a une main ensanglantée, une main de fer, mais dans un gant de velours. C'est un monstre, mais qui a un visage d'ange. Sur ce, je vous rends l'antenne en espérant que j'ai été bien suivi. Je vous remercie. Big up. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.